On l'appelle souvent la Petite Venise. À 30 km de la Sérénissime, le charme de Trévise. Mais à l'ombre de sa tour médiévale, la ville est surtout connue pour être la capitale du tiramisu, le dessert symbole de l'Italie. À Trévise, à toute heure du jour, le tiramisu se déguste dans les pâtisseries locales. Évidemment, après le repas, à midi ou le soir, c'est l'idéal. Mais en fait, on peut le manger à toute heure, car c'est un dessert complet. Il y a même du café. Les habitants de Trévise sont des experts en la matière et le pâtissier Max a remporté le prix du meilleur tiramisu de la ville. Nous essayons de mettre sur pied une réglementation pour que seuls les desserts confectionnés avec les 6 éléments de base, et uniquement ceux-là, puissent être appelés tiramisu. À Trévise, on n'en démord pas. La recette du tiramisu moderne serait née ici, dans les cuisines de la Trattoria Le Beccherie, en 1972. L'actuel propriétaire aime raconter l'histoire de ce dessert inventé par ses prédécesseurs. Leur idée a fait la richesse du restaurant. Ils ont revisité un dessert qui en fait était très courant dans les maisons des paysans. Les gens prenaient du café, des biscuits, des œufs battus. Eux ont créé une fusion de ces ingrédients avec du mascarpone pour réaliser un dessert adapté à la restauration. Et depuis des décennies, on vient du monde entier pour goûter le tiramisu des Beccherie. Mais peu savent que derrière ce dessert ne se cache pas un inventeur, mais une inventrice. Oui, c'est elle qui a vraiment imaginé ce merveilleux dessert. On l'appelle le tiramisu d'Alba. C'est le nom le plus adapté, car en fait c'est un dessert qui est né sur un concept purement maternel, pensé d'abord pour les enfants et donc rigoureusement sans alcool. Mais à 150 km de Trévise, au pied des Alpes Carniques, la localité de Tolmezzo, dans la région du Frioul, conteste les origines vénitiennes du tiramisu. Le dessert serait né ici, à l'hôtel Roma, dans les années 50. Voici la recette originale. Faire du bon café, battre 2 jaunes d'œufs avec 150 g de sucre, ajouter le mascarpone et monter les blancs en neige. Cet écrivain local a décidé de publier un livre pour prouver que le tiramisu provient bel et bien de ces montagnes. Quand j'ai trouvé les documents qui prouvaient cela, je veux dire la paternité du dessert, j'ai publié mon livre. Car il y avait cette dispute en cours. Trévise veut s'approprier à tout prix les origines, malgré les documents que nous avons présentés et qui attestent que ce dessert est né ici, à Tolmezzo. Dans cette bataille de clochers, Trévise ne plie pas et a même fondé l'Académie du tiramisu. Ses membres affirment qu'un dessert similaire est une tradition locale depuis la fin du 19e siècle. Vous voyez, les biscuits savoyards servaient à maintenir la consistance de la crème. Et moi, j'ai connu ce dessert quand j'étais enfant, dans les années 60, chez ma grand-mère. Selon la tradition populaire, le nom tiramisu serait d'ailleurs né dans les maisons closes de Trévise, lorsque la ville était considérée comme la capitale du plaisir, dans les années 30. Dans ces maisons, à l'époque, on proposait ce dessert aux filles de joie et aux clients pour leur rendre des forces et de l'énergie. Ainsi, quand ils rentraient chez eux, leurs femmes ne pouvaient pas les suspecter de fréquenter ce genre de lieu. La tradition raconte que c'est une madame, une patronne de maison close, qui a inventé ce nom, en disant « Venez ici que je vous remonte ». Et voilà d'où vient le nom tiramisu. Et pour prouver leurs affirmations, les très sérieux académiciens du tiramisu se rendent à la bibliothèque locale où les preuves historiques de l'origine trévisaine du dessert sont précieusement conservées. Nous avons aussi l'acte du notaire qui enregistre la recette en 2010. Et en plus, nous avons une thèse universitaire en 2012, la première au monde sur le sujet, qui prouve les liens entre le tiramisu et Trévise. Donc, ce dessert est bien né ici. Retour à l'hôtel Roma de Tolmezzo. Les défenseurs des origines frioulanes du dessert ont eux aussi retrouvé des documents de preuve. En 1952, le menu de l'hôtel propose l'ancêtre du tiramisu.
Regardez, dans les desserts, il y a la tranche au mascarpone. Ma mère a modifié ce dessert en fonction des objections des clients. Si un client lui disait que la liqueur n'était pas bonne pour les enfants, ma maman remplaçait l'alcool par du café. Et puis, elle a ajouté sa crème au mascarpone. Le dessert de Mama Norma se forge une réputation parmi les skieurs qui rentrent des pistes. En 1953, un groupe de skieurs a commandé une tranche au mascarpone et après l'avoir mangée, ils ont dit à mon père « Beppino, ce dessert nous a vraiment remonté, nous a revigoré. » Ensuite, le jour suivant ou quelques jours plus tard, mon père a décrété « Ce dessert s'appellera le tiramisu ». Le nom va sans doute contribuer au succès du dessert. En 2017, le ministère de l'Agriculture italien tranche la question et attribue l'origine officielle du tiramisu à la région du Frioul. Si ce document date de 1968, cet autre 1959 et encore avant. Trévise arrive seulement en 1970. Et d'ailleurs, quand vous goûtez un dessert et que vous essayez de le refaire, vous ne découvrez pas tous les ingrédients du premier coup. À Trévise, ils ont oublié les blancs d'œufs montés en neige. Finalement, peu importe ses origines, on l'appelle tiramisu dans toutes les langues et cette douceur à l'italienne a désormais conquis le monde entier. Et bien sûr, il a conquis les cartes de la plupart des restaurants italiens de Suisse romande. Un incontournable donc, mais aussi un produit fragile à cause des œufs crus. 3 cuisiniers nous expliquent comment ils s'emploient à éviter la prolifération des bactéries dans leurs desserts. Charles Reinmann et Marco Della Mula. Il apporte joie et réconfort. Avec son caractère bien trempé, le tiramisu s'est fait une place au soleil sur la carte des douceurs. Incontestablement, c'est lui, le grand classique, l'incontournable, le dessert roi du sud des Alpes. C'est quand même le best-seller de la maison, c'est ce qu'on vend le plus ici. C'est le numéro 1, indétrônable, et c'est clairement un dessert qu'on ne pourra jamais enlever de notre carte. C'est le best-seller, c'est ce qui nous vendons plus. Les gens viennent exprès pour goûter notre tiramisu. Nous nous sommes rendus dans 3 restaurants italiens à Genève pour voir comment ils préparent le tiramisu et comment ils gèrent la problématique des œufs. Bonjour Monsieur Giustino. Bonsoir Charles. Ça va? Ça va et vous? Ça va, merci. Il paraît que c'est vous qui faites le tiramisu ici? C'est nous-mêmes qui faisons le tiramisu ici. Vous préférez le faire plutôt que l'acheter au supermarché? Oui, c'est beaucoup mieux de le faire et c'est assez rapide comme dessert. Et c'est meilleur fait maison que l'acheter. Vous mettez combien de temps pour le faire environ? Une vingtaine de minutes. Bon, Monsieur Giustino, moi, il y a une question qui me taraude. Oui. Vous utilisez des œufs frais? Oui. Des œufs crus? Oui. C'est un dessert qui n'est pas cuit? Oui, exact. Comment vous faites pour vous assurer qu'il n'y ait pas de problème? Alors, je le garde au frigo 3 jours maximum à 5 degrés au frigo. Ensuite, vous mettez un cellophane et puis pour le garder 3 jours tranquillement au frigo. Vous n'avez jamais eu de personne qui est tombée malade ou des problèmes d'hygiène Pour l'instant, non. Donc nous touchons du bois qu'on n'a jamais eu ce problème. Vous n'avez jamais été tenté par des œufs pasteurisés ou... Jamais, ni les bouteilles, ni les... Jamais, non. De toute façon, ça prend 2 secondes à casser un œuf, hein, ça prend pas... Hein. Et on fait rien sans casser des œufs. Mmh. Non, ça se défend. Eh ben, merci. Dans ce deuxième restaurant, en revanche, le tiramisu est conçu avec des œufs en bouteille. Vous faites du tiramisu et vous utilisez des œufs pasteurisés. Vous pouvez me montrer à quoi ça ressemble? Tout à fait. Donc ce sont des œufs qui se vendent en litres, comme ça. Nous avons le jaune d'œuf ainsi que le blanc d'œuf. Vous pouvez me montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur? Volontiers, je vais vous montrer ça. Donc ce sont des œufs qui sont pasteurisés, ça veut dire cuits à 60 degrés, ce qui permet de détruire les micro-organismes et ainsi de travailler en toute sécurité avec les œufs. Là, je vois votre chef qui amène le tiramisu. Ça, c'est une énorme plaque. Là, il y en a pour combien de portions ici? Donc ici, là, vous avez pour 30 portions. D'accord. Et vous en vendez combien par jour? À peu près 2 plaques. Ça représente 35 à 40% de nos ventes, en sachant qu'on a entre 6 et 8 desserts selon la saison à la carte. Donc c'est un volume de vente qui est juste énorme. Dans ce troisième restaurant, le chef utilise des œufs crus qu'il semi-pasteurise grâce à une méthode bien connue des pâtissiers.
Bonjour Andrea. Bonjour Charles. Ça va? Ça va bien, merci. Alors, il paraît que vous faites du tiramisu ici? Oui, tout à fait, on est un restaurant italien. Et est-ce que vous le faites avec des œufs crus? Alors, on utilise des œufs crus fraîches, mais qu'on semi-pasteurise avec un sirop à 121 degrés. C'est une technique des pâtisseries, c'est la pâte à bombe. Justement, elle est utilisée pour la pâtisserie pour garantir une meilleure hygiène du produit, baisser justement les risques des bactéries. Alors, on met les œufs, voilà, on monte les œufs. Et entre-temps, on prépare les sirops, un peu d'eau, les sucres. Voilà. Et après, ça monte vite. Voilà. Donc, on a versé les sucres chauds, ce qui va cuire, entre guillemets, les œufs. Et une fois qu'il s'est refroidi, on pourra rajouter notre ingrédient principal, qui c'est le mascarpone. Et si demain, imaginons, vous l'enlevez de la carte, il se passe quoi? Ah, je vais fermer les portes, faillite. Carrément. Cru, pasteurisé ou semi-pasteurisé, chaque restaurateur choisit sous quelle forme il veut incorporer les œufs à son tiramisu. Mais manger du tiramisu comporte-t-il des risques pour la santé? Pour le savoir, nous avons posé la question au chimiste cantonal genevois. En quoi le tiramisu est un produit fragile? Alors, le tiramisu est un produit fragile par la nature de ses ingrédients. Parce qu'on peut avoir de la crème, du mascarpone et puis des œufs, surtout si on a des œufs crus. Et puis ce sont des aliments qui, par nature, sont plus susceptibles que d'autres de contenir des bactéries on va dire pathogènes qui peuvent être dangereuses pour la santé. Le risque principal, c'est la salmonelle, parce qu'on peut en avoir dans les œufs crus notamment. La salmonelle, c'est un hôte des intestins des animaux. Et la coquille peut être contaminée. Après, on peut avoir d'autres risques, comme les Escherichia coli ou les staphylocoques dorés, parce qu'il y a de la manipulation. Donc, si on a une mauvaise hygiène des mains, ou si la personne qui cuisine est malade, on peut avoir d'autres bactéries qui peuvent venir contaminer ces aliments. Vous, personnellement, vous mangez du tiramisu? Pas partout. Vous l'aurez compris, le tiramisu est un produit fragile. Alors à ABE, nous avons décidé de réaliser des prélèvements de tiramisu dans différents restaurants de Suisse romande. Et c'est dans ce laboratoire que des analyses ont été effectuées. Nous avons pu exceptionnellement entrer dans ces locaux. L'accès est normalement réservé au personnel afin de limiter les contaminations extérieures. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Bien vous-même? Bien, merci. Alors là, je vois que vous avez un tiramisu. Oui. Comment on fait pour avoir un tiramisu dessert à un objet d'analyse? Alors, on va procéder en 3 étapes. La première, c'est celle que je suis en train de réaliser, c'est-à-dire fabriquer une solution mère, c'est-à-dire de passer de l'état solide à l'état liquide, mettre en suspension les bactéries potentiellement présentes. Et puis après, on va aller à l'ensemencement et enfin à la lecture pour voir s'il y a ou pas présence de ces bactéries. Et des bactéries, le laboratoire en a trouvé là où il n'y aurait pas dû en avoir. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir Linda. Plaisir de vous retrouver en ce début d'année. Les bras chargés de résultats. Exact. Mais d'abord, vous allez nous rappeler le protocole de ce test. Oui, alors on a été dans toute la Suisse romande, dans 18 restaurants italiens pour acheter des tiramisus qu'on a pris à l'emporter. Les recherchistes ont fait bien attention à respecter les prescriptions d'hygiène et la chaîne du froid. Toutes ces normes ont été données par le chimiste cantonal genevois qui a procédé aux analyses. Et résultat des courses? 3 sur 18 sont non conformes. Ah, quand même. Oui. Alors, on fait maintenant un petit tour de Suisse romande pour voir le détail de ces résultats, en commençant par les restaurants où il n'y a pas de problème. Oui, alors on commence par Sion. À Sion, c'est tout bon pour le restaurant Luigia, la pizzeria de la Poste et le Francesca Pasta Bar. À Lausanne, même résultat pour le restaurant Bella Vita et le Vapiano. Chez les Genevois, c'est le Mama Corleone et le Panino Giusto qui ont été visités et tout est en ordre. Tout est en ordre aussi du côté de Neuchâtel, que ce soit au Dieci Pizza ou à la pizzeria au feu de bois, ainsi que chez Fleur de Lys. On monte sur Delémont, chez Toto Pizza, tout va bien. On n'a pas trouvé d'autres tiramisu d'autres restaurants, enfin ceux qu'on a visités ce jour-là. Tout va bien aussi du côté de Bienne, à l'Osteria, la pizzeria Zeeland et la pizzeria Al Capone. Et enfin, à Fribourg, le restaurant La Terrazza est sans souci.
Ça, c'était pour les bonnes nouvelles. Maintenant, des résultats plus inquiétants. Plus inquiétant, du côté de Fribourg, avec Spizzi Pizza, 21 UFC d'Escherichia coli par gramme, alors que 10 sont tolérés. C'est quoi ces UFC? Alors, les UFC, c'est des unités formant colonie. C'est une unité utilisée pour estimer le nombre de bactéries par gramme dans les produits. Ensuite, on trouve Lausanne, avec le restaurant La Bruschetta, qui est aussi non conforme, 120 UFC par gramme identifiés dans ce tiramisu ce jour-là, ce qui n'est pas bon non plus. Cette Escherichia coli, elle peut provoquer des diarrhées plus ou moins sévères. De quoi est-ce qu'elle est symptomatique? Elle est symptomatique d'un manque d'hygiène et principalement d'hygiène des mains au moment de la préparation des produits. Et de l'Escherichia coli, vous en avez aussi trouvé dans le tiramisu de notre dernier restaurant. Oui, et là, on est de retour à Genève avec la Trattoria d'Antonino, 370 UFC d'Escherichia coli par gramme. C'est beaucoup plus, mais on détecte aussi des salmonelles alors qu'il devrait y en avoir 0. Oui, parce que les salmonelles, ce n'est pas anodin. Hein. Ça peut aussi provoquer des diarrhées qui peuvent là être critiques, par exemple pour des enfants en bas âge ou des personnes âgées. Et tout à fait. Ces salmonelles, on les trouve principalement dans des aliments crus ou mal cuits et principalement dans les œufs aussi. Bon, que répondent alors ces 3 restaurants? Alors, du côté de Fribourg, Spizzi Pizza dit que les produits n'étaient pas faits maison et qu'ils ont été retirés de la vente. À Lausanne, chez Bruschetta, il est prévu de renforcer les contrôles, alors que la Trattoria d'Antonino refuse de nous répondre. Eh bien, c'est bien dommage. Merci beaucoup, Stéphane. On vous retrouve dans un petit moment. Et bien sûr, le détail de ces tests avec les noms et les adresses des établissements concernés se trouve sur notre site abe.ch. Voilà pour ces tiramisus achetés au restaurant, mais le tiramisu, c'est aussi l'un des best-sellers au rayon dessert industriel des grandes surfaces. Là, le problème, ce ne sont pas tant les bactéries que les additifs et des ingrédients surprenants, comme par exemple l'huile de palme ou l'huile de coco. Le tiramisu n'est pas seulement un hit des restaurants italiens. C'est aussi un des desserts industriels qui se vend le mieux au supermarché. Mais que contiennent-ils? Sont-ils bons pour la santé? Nous décidons d'acheter des tiramisus dans plusieurs supermarchés pour les soumettre à une lecture d'étiquette. Rendez-vous est pris avec Elisabeth Guadagnolo, elle est diététicienne. Bonjour. Bonjour. Je vous amène quelques tiramisus industriels. Merci, parfait. Elle va décrypter pour nous la composition de ces produits. Vous aimez bien les tiramisus? Ah oui, j'adore ça. C'est un de mes desserts préférés. Du coup, avec tous ces desserts industriels, vous êtes une femme heureuse? Moyen, je dirais. Je préfère le faire moi-même. Et pour quelle raison? En lisant les étiquettes, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'ingrédients. De manière générale, il y a beaucoup d'émulsifiants, d'épaississants, on retrouve ça. On retrouve de l'alcool dans tous les produits, par exemple. Il y a des fois de la gélatine et une quantité assez variable de mascarpone. Donc là, j'étais aussi assez surprise. Ça passe du 1% au 50% pour l'un de ces produits. Par quoi est-ce qu'il est remplacé? Alors le mascarpone, il est remplacé, je pense, par les huiles végétales. Donc on a par exemple l'huile de coco, l'huile de palme, et on sait que ce sont des huiles qui n'ont pas des très bons profils nutritionnels, c'est plutôt des graisses saturées. Donc c'est remplacé par ces choses-là, et je pense aussi par les épaississants qui vont aider à ce que le tiramisu ait une bonne allure. Maintenant, si on n'a pas le temps de cuisiner ou alors on n'a pas vraiment l'habitude de cuisiner un tiramisu, pourquoi pas en prendre un dans le marché. Moi, par exemple, j'aurais pris plutôt celui-ci. Là-dedans, on ne trouve pas de graisse végétale. On a une bonne quantité de mascarpone et la liste des ingrédients n'est pas très longue. Donc, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Et notamment aussi la portion, je trouve qu'on n'a pas une énorme quantité. Et là, vous avez la curiosité d'en goûter un? Alors la curiosité, oui, j'aimerais bien en goûter un pour voir ce que c'est finalement, si c'est assez différent du mien. Je vous en prie. Alors je vais peut-être goûter celui-ci. Votre préféré? Voilà, mon préféré, on va voir ce que ça donne. Ça va, c'est pas si mal. Meilleur que le vôtre? C'est pas si mal. Non, j'irai pas jusque-là, c'est pas meilleur que le mien.
Mais on sent bien l'alcool, je trouve, du premier abord. Et de prime abord, est-ce que c'est si facile de différencier un tiramisu industriel d'un tiramisu artisanal? Direction Neuchâtel, à la Fleur de Lys, où nous avons organisé une petite dégustation informelle avec des clients de la pizzeria. C'est un dessert qui marche bien? Très très bien. C'est un des desserts qui marche le plus dans la maison, oui. Ouais. Vous en vendez combien par jour? À peu près 10 à 12 par jour. On fait 3000 tiramisu par année. Ok. Je vous amène des tiramisu industriels, puis on va les comparer avec votre tiramisu artisanal. Très bien, on va faire la dégustation. Le chef cuistot prépare quelques tranches de tiramisu artisanal et découpe des portions équivalentes avec l'un des tiramisu industriels que nous lui avons apportés. J'ai pris 2 couleurs de gommettes, jaune et bleu. Le jaune, je vais le mettre à côté du tiramisu industriel et le bleu, je vais le mettre à côté du tiramisu artisanal. Les assiettes sont prêtes, la dégustation peut commencer. Mes papis me disent que les deux sont très bons. Une petite préférence pour le bleu, je trouve plus onctueux. Alors moi le bleu, fraîcheur de la crème exceptionnelle, l'autre il est un petit peu plat. Pour le bleu. Le bleu c'est votre préféré? C'est le préféré, c'est le meilleur. Contraire à mes amis, moi c'est le jaune qui me plaît le plus. Parce que je le trouve un peu plus sucré, puis la crème plus douce et moins de cake. Celui-là. Le bleu. Le bleu, ouais. Le bleu, oui. Il me semble que c'est le bleu qui est artisanal, l'autre est industriel, quoi. Et puis celui-là, le jaune, je l'aime moins parce qu'il a comme un arrière-goût de produit de conservateur, je dirais. Je sens dans celui-là de l'amaretto que je ne retrouve pas dans celui-là. Je pense que l'industriel, ce serait plutôt celui de gauche. Donc le bleu? Oui. Bilan de notre dégustation informelle, 7 participants sur 9 sont parvenus à reconnaître le tiramisu artisanal. Il n'y a pas photo, le fait maison, c'est bien meilleur. Avant de terminer ce chapitre tout en mascarpone, on refait donc un saut en Italie chez le champion du monde du tiramisu, sacré à Trévise. Il partage sa recette avec nous, son tour de main et son ingrédient secret, l'amour. Vous allez voir, c'est pas sorcier. On va préparer ensemble le tiramisu. À 62 ans, Stefano Serafini a 2 grandes passions, le tiramisu et sa femme. Il a d'ailleurs inventé le tiramisu Princesse Elena en l'honneur de celle qui partage sa vie. La recette originale a 6 ingrédients de base qui sont les biscuits savoyards, qu'on appelle aussi cuillés, le café. Les biscuits savoyards sont trempés dans le café, mais pas imbibés, hein, juste trempés. 3 œufs, dont on va utiliser seulement les jaunes, du sucre, on verra comment on le dosera, le mascarpone pour faire la crème, et le cacao qui sera utilisé pendant la recette, mais aussi à la fin. Les savoyards ont une partie avec du sucre et une sans. On place la partie avec le sucre vers le haut. Ah, ici, tout dépend de toi. Trop, ça va pas, mais trop peu, ça va pas non plus. Il faut les sous-peser dans tes mains. C'est ça le truc pour gagner les concours. Alors avant, on avait coupé dans ce sens, et maintenant dans l'autre sens. Comme ça, les 2 couches de biscuits vont se croiser. C'est toujours un cœur, mais il a 2 couches. Savoyard, crème, savoyard, et puis encore une couche de crème. Un petit coup de pinceau pour enduire les côtés coupés des savoyards afin que le goût du café reste harmonieux. Pendant des années, j'utilisais aussi les blancs des œufs. Mais en fait, sans les blancs, le tiramisu est plus savoureux, je trouve. Le goût est plus prononcé. Et voilà sûrement le motif pour lequel j'ai gagné la coupe. J'appelle ça ma chaîne du froid. Voilà donc son secret, mélanger les jaunes d'œufs et le sucre sur un fond de glaçon. Alors, une cuillère de sucre, je viens de la mettre dans les œufs. La deuxième et la troisième, on va l'ajouter en battant les jaunes d'œufs. Sinon, on peut avoir des grumeaux.
Pour sa recette, Stefano utilise 6 biscuits savoyards, du café serré, 3 œufs, une cuillère de sucre par jaune d'œuf et 125 g de mascarpone. Maintenant, on ajoute le mascarpone. On le bat, mais à vitesse assez lente. La couche de crème doit être de la même épaisseur que la couche de savoyard. Il saupoudre un peu de cacao entre les 2 couches avant d'ajouter le deuxième cœur, formé des savoyards. Et c'est là que le pâtissier amateur se transforme en chirurgien pour composer délicatement son cœur de tiramisu et d'ajouter la touche finale. Pas trop de cacao, les juges ne l'acceptent pas. C'est un moment très important. Et voilà, c'est parfait. Et vous retrouverez aussi cette recette sur notre page Facebook ou sur notre site abe.ch. On reste à table, et oui, c'est comme ça, ce soir, avec un tout autre test sur les couteaux. Une dizaine de modèles de couteaux de cuisine, ce que vous voyez sur cette table, ont passé toute une batterie d'examens. Stéphane, vous revoilà. Vous nous présentez les 3 aspects techniques de ce test réalisé par le laboratoire de propriétés mécaniques des matériaux de la Haute École EPIA à Genève. Exact, vous l'avez bien dit. Donc, le premier test concerne la dureté des lames. On a découpé ces lames, on les a mises sous une pointe en diamant pour mesurer la dureté du métal. Et puis ensuite, on a vérifié les résultats obtenus, si ça correspondait aux indications techniques données par les fabricants. Résultat des courses, tout est conforme. Ensuite, un test de chute, parce que, ma foi, ça arrive de laisser tomber son couteau. Oui, même assez souvent, puisque 15 à 20% des couteaux finissent par s'abîmer en tombant sur la pointe. Donc là, on a fait un test, on a repris un plan de travail de cuisine, qui sont en général à 90 cm, puis on a fait tomber verticalement ces couteaux. Et là, on peut dire qu'il n'y en a que 2 qui s'en sortent relativement bien, qu'on pourrait retailler et réaiguiser facilement. Après ça, les couteaux ont été plongés dans une sorte de brouillard. Oui, ce qu'on appelle du brouillard salin, c'est de la vapeur d'eau surchargée en sel. Le but, c'est de vérifier l'oxydation du métal, de la lame et du manche. C'est un peu un vieillissement accéléré. Merci beaucoup Stéphane pour ces explications techniques, mais le paramètre le plus important, c'est bien sûr le test pratique d'utilisation de ces couteaux. Pour ça, vous allez le voir, nous avons fait appel à 3 spécialistes et le classement final tient compte de tous ces éléments. Verdict en images avec Malik Melli. En cuisine, il faut certes de l'inspiration, un joli tour de main, mais aussi des instruments adéquats, comme un bon couteau par exemple. Pour évaluer leur qualité, nous avons réuni 3 cordons bleus des cuisines romandes. Le chef multi-étoilé Philippe Chevrier qui dirige plusieurs établissements du bistrot au gastro. Laura Rod, chef de cuisine aux talents multiples. Elle se partage entre la formation d'apprentis, un service traiteur et des ateliers culinaires. Et enfin Rodolphe Collet, il est cuisinier formateur, chef exécutif à l'école hôtelière de Genève. Nos 3 chefs ont testé ces 9 couteaux. Nous en avons acheté 8 dans les grandes enseignes romandes et 1 sur Internet. Les prix, ça va de 5,95 à 139,90 francs. Mais d'abord, mesdames, messieurs, qu'est-ce que c'est pour vous qu'un bon couteau ? Tout d'abord, c'est un couteau qui coupe, évidemment, qu'on a bien en main, et puis qui a une bonne structure, qui va durer dans le temps. Une qualité professionnelle, évidemment. Un beau couteau, c'est quelque chose qui va tenir dans la main de façon agréable. Ce qu'on ne pense pas souvent, c'est que des fois on transpire, on a les mains mouillées, donc le manche doit être adapté à notre façon de faire, notre façon d'être. Et évidemment, une lame qui soit équilibrée et qui coupe. Un couteau, c'est le prolongement de la main du cuisinier. Donc déjà, un bon couteau, il faut qu'il soit de façon ergonome le plus adapté à votre main. Fidèle compagnon du cuisinier, le couteau mérite donc quelques égards. Petit truc pour l'entretien. Jamais évidemment de lave-vaisselle, toujours le laver à l'eau claire, un peu de savon si on veut, le sécher et bien le sécher.
Éviter de le mettre dans un tiroir avec 15 000 autres choses. Ces tiroirs qu'on secoue un petit peu quand on les ouvre, on les ferme. C'est exactement ce que je fais moi. Ouais. Voilà, oui. oui. Ça, c'est pas bien. C'est pas idéal pour maintenir une belle lame. L'idéal, déjà, c'est qu'ils ne se touchent pas. Si vous pouvez avoir un support aimanté, bien sûr, pour les couteaux dont vous servez tous les jours pour cuisiner, on ne voit pas des couteaux de table. Vous avez un support aimanté sur un mur avec peut-être les 5-6 couteaux dont vous avez besoin régulièrement, ça serait idéal. Nos 3 fines lames ont donc testé chaque couteau en taillant allègrement dans une plaque de lard, puis en découpant quelques légumes, oignons, carottes, persil. Les 9 couteaux ont évidemment été anonymisés avant d'être confiés à nos experts, qui les ont évalués sur 3 critères. Par ordre d'importance, d'abord la qualité de la coupe, bien sûr. Ensuite, le confort d'utilisation et enfin, l'équilibre général de l'instrument entre le manche et la lame. La note des chefs vaut pour 90% de la note finale. Les 10% restants, c'est l'examen technique. Voici donc les résultats. On va commencer par le moins bon couteau qui est aussi le moins cher. 5,95 francs chez Maxi Bazar, le 5 Simply Smart. Une note globale plus que médiocre, 4 sur 10. Là, la lame, c'est très flagrant. Elle est trop épaisse au bout. Et puis, le fil qui a été fait, donc cette partie en V qui est censée couper, elle est très haute. On la voit bien, en fait. Alors, ils font un peu illusion avec leur mitre. On dirait qu'ils sont... Mais je pense que c'est vraiment pas des couteaux de qualité. Voilà. Pour moi, je pense que c'est pas... Enfin, ils sont pas adaptés pour moi. Ce métal, il est extrêmement dur, aucune flexibilité, ce qui fait que sur des aliments durs, carottes, toujours les mêmes, vous risquez de vous blesser. Là, vous prenez le couteau, il tombe, et en fait, ça vous fait... Quand vous l'avez en main, en fait, vous ne l'avez pas en main parce que la lame porte tout le temps. Non, je ne l'achèterai pas. Un peu mieux, 8e place, le couteau Richardson Sheffield acheté 26 francs chez Allegro. Sa note, 4,8 sur 10. Ça, c'est une forme qui est très à la mode aujourd'hui. Moi, c'est pas forcément des couteaux avec lesquels pas votre truc. Voilà, c'est un couteau de style forme couteau japonais. Et je le sens moins. Je trouve qu'il est moins équilibré. Je dirais pas que c'est un couteau qu'il faut pas du tout choisir. Par contre, il faudra voir si vous commencez à couper des morceaux de viande imposants, poisson, là, il faut en acheter un autre. Il faut en acheter un autre. D'accord. À la 7e place de notre classement, avec une note globale de 5,3 sur 10, le couteau à table, acheté 19,95 francs à la COP, lui non plus n'a pas vraiment convaincu nos spécialistes. Quand je l'ai pris en main, c'était direct, c'est pas possible, il est beaucoup trop léger. La lame ne suit pas la rapidité pratiquement. Donc là, je ne l'ai pas du tout senti. Ça, c'est un couteau pour moi qui est pas... d'une part, c'est pas un couteau professionnel. Pour tartiner, pour mettre du beurre sur les tartines, il va bien. Mais autrement, c'est pas ce que j'achèterais pour faire de la cuisine. La lame, elle est trop fine, donc elle va s'abîmer extrêmement vite. Surtout qu'on sait qu'on n'est pas toujours tendre avec nos couteaux. Lui, il va pas tenir le choc. Note nettement meilleure, 6,7 sur 10 pour ce couteau de chef Cucina e Tavola de la Migros à 34,95 francs. Un bon prix, même si pour Laura Rod, le manche pose un petit problème. Ces revêtements lisses, ils ont une tendance à être dangereuses si on a les mains mouillées, ou alors parce qu'on a une main qui transpire. Et ça, alors, non seulement ça va chauffer l'intérieur de la main et voire faire des cloques, mais ensuite, vous n'avez pas votre couteau bien en main. C'est vous le maître du couteau. Viennent ensuite 2 couteaux ex-aequo avec 7 sur 10. Le WMF de Manor à 79,95 francs et le couteau Vorda acheté chez Ikea, 16,95 francs, l'un des moins chers du lot, mais lui aussi a un petit défaut. Le problème, c'est qu'il a un manche qui part comme un triangle, très fin de votre côté, et puis après qui s'élargit un petit peu sur le devant. Et juste avant la garde, qui est très épaisse aussi, il y a un espèce de cran. Et franchement, moi, je ne l'avais vraiment pas en main. Et on avait presque tendance à le perdre quand on commençait à couper. Au risque de se couper avec ce couteau ? Bien sûr, au risque de se couper l'autre main.
Mais preuve qu'un couteau est une affaire très personnelle, Laura Rode est d'un autre avis. Au départ, j'étais sceptique, parce que des fois, ils font des designs un peu sympas, mais qui sont vraiment pas agréables. Et au contraire, ça a été bien réfléchi. On a une petite encoche qui permet d'enfiler l'index et qui donne une tenue très très agréable, un petit peu comme quand on tient un pistolet, mais on tient son couteau et du coup on l'a bien en main, donc on est très précis dans la découpe. On arrive au trio de tête. Avec 7,2 sur 10, le Zwilling Pro, acheté sur Internet chez Galaxus, l'un des plus chers à 98 francs 10. Donc là, on a un superbe équilibre sur ce couteau, ce qui fait qu'on ne se fatigue pas. Alors pour des personnes qui vont faire 2-3 découpages dans la semaine, finalement, c'est peut-être pas si important, mais pour les professionnels ou les personnes qui cuisinent tous les jours, ça c'est top, parce qu'on ne va pas se fatiguer. Bonne prise en main, le poids aussi, on sent qu'on a un couteau qui tient bien en main. Et une lame franche, parce qu'il y a des couteaux qui ont des lames un peu... Alors qui coupent très bien, mais qui ne couperont pas sur la durée, sur le temps. Ouais. Même note, 7,2 sur 10 pour ce couteau Victorinox, acheté à la Coop et qui n'a coûté que 38 francs 95. La lame était très fine, mais tout en restant entre le flexible et rigide. Il y a une bonne moyenne à avoir. Quand la lame elle est trop dure, vous ne pouvez rien faire avec. Quand vous voulez faire des fines tranches, elles se collent entre elles, alors que là, elles passaient à travers les oignons, les carottes, la viande, c'était aussi assez fluide. Enfin, grand vainqueur avec sa note de 7,7 sur 10, le Wüsthof, acheté chez Globus 139 francs 90, c'est tout simplement le plus cher du lot. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce couteau? Alors, j'ai commencé, ça vous dérange pas, parce qu'est-ce qui m'a déplu? Ok, allons-y, pas de Au problème. départ, je l'ai trouvé un petit peu lourd. Je dis, parce qu'un couteau, surtout en tant que cuisinier, on s'en sert souvent, longtemps, et ce genre de couteau qu'on appelle un éminceur ou un légumier, c'est souvent pour émincer, pour couper une quantité assez importante. Ça peut être des carottes, des oignons, du céleri, ce que vous voulez. Ouais. Donc au départ, je l'ai trouvé un petit peu lourd. Alors je me suis dit que peut-être sur la durée, ce ne sera peut-être pas celui que je choisirais, mais c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé à travailler avec, la lame était assez agréable. Elle était, même s'il était un petit peu rigide, avec l'ergonomie générale, pour ma main en tout cas, j'étais à l'aise avec. Voilà, et comme dirait Linda, vous êtes informés, à vous de trancher. Et devinez quoi? Ce test aussi est disponible sur notre site abe.ch. On quitte les fourneaux maintenant pour la chaudière avec une histoire de ramonage. En Suisse romande, on ne peut pas choisir son ramoneur et évidemment, on ne peut pas se soustraire à ses services. Du coup, quand ça se passe mal, le citoyen se sent coincé. Témoignage recueilli par Quentin Bollen. Nous sommes à Bramois, dans le canton du Valais. Yannick Michelou a grandi ici. Alors quand elle a eu la possibilité de construire en 2011, elle n'a pas hésité. Moi, j'ai toujours habité la maison à côté. Et on a pu avoir l'opportunité d'avoir le terrain. Et puis on a choisi ici pour s'établir. Le terrain était équipé du gaz en fait, et puis on n'avait pas d'autre alternative que prendre le gaz pour chauffer la maison et l'eau chaude. Yannick Michelou a un contrat d'entretien annuel pour sa chaudière avec une entreprise privée. Mais tous les 2 ans, cette installation à gaz doit être contrôlée par un ramoneur officiel, c'est la loi. Cette année, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'avais fait réviser ma chaudière en septembre 2020, justement par le contrat. En général, il est en septembre et octobre. Et puis chaque année, ça a fonctionné comme ça. Et puis cette année, il y a eu un nouveau ramoneur qui a été assermenté par l'État du Valais. Et puis il est venu faire son contrôle au mois de mai. Et nous lui avons tout de suite informé du fait que nous avions un contrat annuel avec une société pour l'entretien de la chaudière. Et puis qu'il avait fait le nécessaire pour le nettoyage et puis qu'il ne fallait pas faire ce travail parce qu'il venait d'être fait. Et puis au bout de 2 semaines, je reçois la facture et puis j'étais étonnée parce qu'en fait, il nous a refacturé le nettoyage. Une facture de 214 francs 90, dont une grande partie est dédiée au temps passé à nettoyer la chaudière. Madame Michelou contacte alors le ramoneur pour demander des explications. Et voilà sa réponse. En ouvrant la chaudière, nous avons constaté qu'elle était encrassée et nous avons fait un nettoyage.
Notre service était donc nécessaire. Peu de temps après, elle reçoit une lettre de l'Office cantonal du feu lui rappelant qu'il n'est pas possible de se soustraire à l'intervention du ramoneur. Les infractions à la loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels constituent des contraventions passibles d'une amende de 20 000 francs. Le nettoyage de la chambre de combustion est de la compétence du ramoneur, et ce, même si parfois les sociétés d'entretien la nettoient aussi. Je comprends qu'il était dans son droit. Par contre, je trouve la méthode pas très commerçante, pas très commerciale non plus. Et puis, je trouve qu'il aurait pu m'appeler ou m'expliquer le pourquoi, le comment, que de me dire « Écoutez, moi je suis assermentée, j'ai fait mon travail, point. » quoi. Afin de comprendre le travail effectué, nous sommes allés voir le ramonage d'une installation à gaz identique à celle de notre téléspectatrice. Bonjour. Bien le bonjour, c'est le ramoneur. Pas de problème, venez seulement. Merci. Je vous accompagne jusque... À la chaufferie, volontiers. Hervé Magnin est le vice-président de l'association des maîtres ramoneurs valaisans. Des maîtres ramoneurs comme lui, il y en a 10 en Valais, un pour chaque secteur du canton. C'est l'État du Valais qui s'occupe d'accorder les concessions aux entreprises de ramonage, avec des missions bien spécifiques pour chaque type d'installation de chauffage. Quand j'arrive sur une installation, je contrôle d'abord l'étanchéité au gaz. Donc on parle du gaz qui est combustible, le méthane. Et ici, j'ai découvert sur cet agrès une fuite de gaz. Donc ça, on va justement le montrer à notre client et puis arrêter l'installation, appeler le tiers spécialisé qui, lui, va justement intervenir pour résorber cette fuite de gaz. Le ramonage est clairement défini ici dans le canton du Valais par l'ordonnance et à ce juste titre, moi je n'ai pas le droit d'effectuer justement des services sur le brûleur. Mais par contre, c'est de ma responsabilité le nettoyage de cette installation. Pour une chaudière à gaz de 16 kWh, il faut faire toute une batterie de tests définis entre autres par l'Association professionnelle des distributeurs de gaz, notamment le nettoyage de l'échangeur de chaleur, point qui a fâché notre téléspectatrice. Ici, ce que vous voyez, c'est un échangeur, une chaudière qui est faite en acier d'aluminium. Et puis, cette croûte blanche, là, c'est de l'alumine. C'est l'oxydation de cet échangeur. Et c'est ça que moi, je dois retirer lors de mon ramonage. Pourquoi ? Pour augmenter l'efficience du système, qu'on ait une meilleure transmission thermique, plus de chaleur récupérée, moins de combustion, moins de pollution. Pour le ramoneur, pas de doute. L'installation doit être nettoyée, malgré le fait qu'elle ait été révisée il y a 8 mois par une entreprise d'entretien, comme c'était le cas pour notre téléspectatrice. Pour Hervé Magnin, la communication avec le client est la clé pour éviter les malentendus. Toujours dans la discussion, en essayant d'aller faire comprendre la raison, le pourquoi est-ce qu'on fait ce travail. Et je pense que quand on voit la différence entre une chaudière qui est ramonée et qu'une chaudière qui n'y est pas, pour le client, après, ça vient tout de suite limpide. La communication, c'est justement ce qui a manqué entre Yannick Michelou et la personne qui est intervenue chez elle. Elle souhaiterait aussi une meilleure entente entre les ramoneurs et les entreprises d'entretien privées. Moi, j'ai l'impression de payer 2 fois pour la même prestation. Oui, en 8 mois, ok, je veux bien. Mais je trouve que c'est un peu outrepassé et abusé, quoi. Mais je comprends que c'est pour la sécurité des gens. Mais c'est pour ça qu'à mon avis, ils doivent trouver une solution pour qu'il y ait la place de tout le monde et que tout le monde puisse travailler main dans la main. En attendant, Yannick Michelou pense à stopper son contrat d'entretien annuel et la prochaine fois, elle sera présente lorsque le ramoneur passera chez elle. Autre option pour notre téléspectatrice, changer de maître ramoneur. Possible en Valais, à condition que la demande soit bien argumentée. Mais attention, cela peut coûter plus cher à cause des frais de déplacement.